Bonjour à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce remue-ménage sur la pollution importée que nous avons intitulé « Ce que j'achète ici, quels impacts là-bas ». Je me présente, Valérie Lemarquand, attachée de coopération scientifique et universitaire à l'ambassade de France à Stockholm et chargée des relations entre la France et la Suède pour l'enseignement supérieur et la recherche. Pour ce 4e remue-ménage virtuel organisé à l'Institut français de Stockholm, nous sommes très heureux de pouvoir partager avec vous un moment de discussion en français sur une thématique du partenariat stratégique franco-suédois pour l'innovation et les solutions vertes et sur une thématique qui devient un sujet de société important. Le fait que nos achats ici, en Suède ou en France, peuvent avoir et en fait ont des conséquences environnementales et sociétales de l'autre côté du globe. En France, le Haut Conseil pour le climat a publié à l'automne dernier un rapport sur les émissions importées. Cette notion correspond aux émissions qui ne sont pas faites sur le territoire français ou suédois, mais sur un autre territoire pour produire des biens importés et consommés en France ou en Suède. Je donnerai quelques chiffres pour situer le contexte. En 2017, les émissions liées aux produits fabriqués et consommés en France correspondent à 4,8 tonnes de CO2 par habitant et celles liées aux produits importés et consommés en France à 6,3 tonnes par habitant. En Suède, elles sont de 5,4 tonnes de CO2 par habitant de produits fabriqués et consommés en Suède et 6,7 tonnes pour les produits importés et consommés en Suède. Des chiffres qui sont du même ordre de grandeur. En revanche, les pays affichent une diminution de leurs émissions de CO2. Ils communiquent en fait sur des chiffres qui omettent plus de la moitié des émissions correspondant à la consommation d'un pays. Justement, ces émissions importées dont nous voulons parler. En effet, depuis 30 ans, l'empreinte carbone provoquée par les gaz à effet de serre sur place baisse de 30% pour la Suède, mais les émissions de pollution importée augmentent, toujours pour la Suède, 50%, liées aux produits comme un téléphone ou un réfrigérateur fabriqués ailleurs. Ainsi, le Haut Conseil pour le climat révèle que les émissions de pollution importée constitueraient 57% de l'empreinte carbone de la France et comparativement, l'Agence suédoise de protection de l'environnement calcule 55% pour la Suède. On en déduit aisément que la réduction de notre empreinte carbone doit se penser de façon globale et non seulement à l'échelle de notre territoire et passera nécessairement par un changement de nos consommations et de nos habitudes. Pour nous accompagner dans notre réflexion et dans nos discussions ce soir, nous sommes très heureux d'accueillir 3 acteurs qui vont traiter différentes thématiques. Michael Latuyère du Stockholm Environment Institute présentera les matières premières agricoles et la déforestation importée au travers du projet TRACE, un projet qui permet d'augmenter la transparence des chaînes d'approvisionnement des matières premières agricoles. Patrick Dug du Bureau de recherche géologique et minière abordera les métaux et l'extraction minière et parlera notamment des conséquences de l'extraction de matériaux tels que le lithium et le cuivre. Les notions de transfert d'impact et de souveraineté associées à cette activité sous le prisme franco-suédois seront aussi abordées. Enfin, Élisée Lehoux, chercheuse à l'université d'Uppsala, parlera de la pollution marine et lacustre provoquée par les anciens rejets des usines de papier en Suède. Cécilia Soler, maître de conférence à l'université de Göteborg, ne pourra malheureusement pas nous rejoindre ce soir pour des raisons de santé et nous lui souhaitons tous un prompt rétablissement. Un petit rappel sur le concept des remue-ménages. Ce sont des groupes de discussion en français. N'hésitez donc pas à demander la parole si vous souhaitez présenter vos recherches ou un projet sur le sujet d'aujourd'hui en temps réel. Si vous souhaitez poser une question, utilisez l'espace de questions-réponses de l'outil Zoom et je relayerai vos questions auprès de tous après les présentations. Mais pour l'instant, nous avons hâte d'en apprendre plus sur vos projets et vos travaux. Je vais donc donner sans plus tarder la parole à Michael Latuyère qui nous présentera l'outil TRACE. Merci beaucoup. Je vais partager mon écran.
Voilà, merci beaucoup pour cette invitation de l'Institut. Je suis ravi d'être parmi vous. Je vais vous présenter un peu les enjeux des matières premières agricoles et de la déforestation importée. Je vais aussi vous définir un peu ce thème et terminer la présentation avec des discussions de projets de loi qui, j'espère, alimenteront la période de questions-réponses. Alors pour commencer, j'aimerais vous amener dans un lieu qui est commun à nous tous, hein, le supermarché, où vous trouverez, comme au premier plan, souvent des produits tels que vous les trouverez chez votre producteur, tels quels, les tomates, les oignons, etc. D'autres produits tels que, en arrière-plan à droite, des produits qui auront passé plusieurs mains avant d'arriver sur les rayons du supermarché, comme les viandes, ou encore d'autres produits comme au fond à gauche, des produits un peu plus complexes, des mélanges qui utilisent des ingrédients qui viennent de d'autres produits tels que des jus de fruits, etc. Et ce qui est important de se rappeler quand vous êtes au supermarché, c'est que chacun de ces produits fait partie d'un système de production. Chacun de ces produits a une certaine histoire, en fait, derrière. Et c'est cette histoire cachée, si vous voulez, qui nous intéresse. Et une partie de cette histoire cachée, comme vous l'avez deviné, c'est le voyage. Donc, bien sûr, l'Union européenne et ses membres et ses pays membres produisent des produits agricoles qui sont exportés, mais nous en importons beaucoup également. Nous importons des matières premières agricoles telles quelles, c'est-à-dire des matières premières qui vont être transformées en Europe, par exemple le café vert du Brésil, qui est souvent torréfié en Allemagne, ou parfois nous importons également des matières premières déjà transformées, comme c'est le cas d'huile ou de farine. Donc ces matières premières nous arrivent par bateau dans des containers qui sont ensuite redistribués partout sur le continent. Et donc, cela signifie que notre alimentation, notre système alimentaire est connecté de manière internationale. Les échanges internationaux de matières premières agricoles représentent à peu près 1,5 mille milliards de dollars de valeur économique. Et comme vous le voyez sur cette image satellite qui montre un peu les voyages de ces bateaux de containers, nous sommes connectés internationalement. Et donc, nous devons prendre en compte ces pays de production qui nous alimentent en matières premières. L'Union européenne importe 70% de ses matières premières des pays tropicaux, c'est-à-dire le continent sud-américain, l'Afrique équatoriale, également le sud-est asiatique. Et donc, nous sommes connectés à ces pays. Et donc, nous devons aussi regarder d'un peu plus près le système de production dans les tropiques. Et donc, j'aimerais vous montrer cet exemple d'un système de production situé au Paraguay, dans l'est du Paraguay. En arrière-plan, vous avez une forêt tropicale typique de la région, la forêt atlantique. Et celle-ci, au cours des ans, a été découpée, défrichée pour laisser place à cette monoculture de soja, une plante d'environ 60 cm de hauteur. Et ce système de production donc, a eu un impact dans sa création et dans son histoire. Nous avons donc cette déforestation qui fait partie de cette histoire cachée de ce produit, donc de ce grain de soja qui par la suite va être exporté en Europe. Et c'est cette déforestation cachée qui nous intéresse. C'est ce qu'on appelle la déforestation importée, pour essayer justement de connecter notre alimentation aux impacts dans les forêts tropicales. Et donc, si vous mesurez cette déforestation importée, hein, c'est une mesure en hectares ou c'est une superficie que l'on peut attribuer à cette déforestation importée. Si vous regardez globalement, toutes les matières premières exportées, importées, et vous faites une connexion avec la déforestation tropicale liée à la production de ces matières premières, vous voyez que l'Union européenne arrive en deuxième du bloc économique qui importe le plus de produits issus de la déforestation. La Chine, l'Union européenne et l'Inde, ensemble, importent
50% de la déforestation importée, si vous voulez le voir ainsi. Et donc, ces trois pays, bien sûr, ont un impact important sur les forêts tropicales du monde. En ce qui concerne l'Union européenne, la déforestation importée est à peu près de 200 000 hectares par an, ce qui représente à peu près 20% de la superficie de Paris. Et sur une durée de 10 à 15 ans, cela représente à peu près la taille de la Belgique, juste pour vous situer un petit peu meilleur dans la mesure. Donc voilà, nous sommes partis d'une idée un petit peu énorme de la déforestation importée. Nous avons regardé maintenant la situation de l'Union européenne. Maintenant, on peut se concentrer sur les matières premières. Et donc la moitié de la déforestation importée en Europe est concentrée sur deux produits, deux matières premières, le soja et l'huile de palme. Les autres 50% sont les autres produits tels que les viandes, les produits du bois, le café, le cacao, etc. Donc, voilà, maintenant nous sommes à un produit tel que le soja qui représente environ 90 000 hectares par an de déforestation importée, suivi de l'huile de palme, venant principalement d'Indonésie et Malaisie, alors que le soja, lui, vient plutôt de l'Amérique du Sud. Alors, peut-être vous avez la question en tête. Bon, je n'ai encore jamais vu personne sortir d'un magasin avec 1 litre d'huile de palme ou encore 1 kilo de soja. Eh bien, c'est parce que ce sont des ingrédients, en fait, de produits plus complexes, tels que, par exemple, des biscuits, des pâtes, des sucreries ou encore des produits de beauté, dans le cas de l'huile de palme. Et aussi, pour le soja, en fait, le soja est plutôt trituré pour faire des farines pour nourrir des poissons ou du bétail. C'est une farine très protéinée. Et donc, bien sûr, nous consommons ces produits, nous consommons du porc qui indirectement consomme du soja, donc directement consomme du soja, donc nous consommons indirectement du soja et de l'huile de palme. Et donc, toute cette préoccupation, si vous voulez, de la déforestation importée est à la source du projet d'initiative TRACE, parce que la déforestation reste toutefois importante dans les tropiques, avec toujours très peu d'actions vers une déforestation zéro, comme vous l'avez peut-être aperçu dans la presse ces dernières années. Et donc, la mise en lumière de la déforestation importée comme mesure permet de sensibiliser les pays consommateurs et les acteurs tels que les exportateurs, les importateurs, les distributeurs. Et donc nous avons un rôle à jouer indirect sur la déforestation tropicale. Donc TRACE est une initiative qui cherche à lever la barrière de l'opacité des chaînes d'approvisionnement afin d'évaluer la durabilité de notre consommation. Et nous sommes concentrés sur la déforestation importée dans un premier lieu. Nous sommes une initiative indépendante, impartiale et scientifique. Donc, nous appliquons des méthodes scientifiques afin de rendre des résultats sur la déforestation importée pour les pays et les entreprises. Donc, qu'est-ce que TRACE peut vous offrir en tant qu'information ? C'est une plateforme, premièrement, que vous pouvez visiter sur trace.earth. Les informations sont gratuites. Et donc, les informations que vous verrez sur le site sont construites en deux étapes. Première étape est une reconstruction de la chaîne d'approvisionnement du soja. Et dans cet exemple que vous avez sur l'écran, vous avez le soja produit au Brésil, exporté jusqu'à l'Europe. Donc, sur la gauche, vous avez un écran, une carte du Brésil où les municipalités brésiliennes productrices de soja sont représentées. Dans cette chaîne d'approvisionnement, vous avez également les pays importateurs sur la droite, avec l'Union européenne montrée en rose,
Et puis au milieu, les acteurs, donc les entreprises qui acheminent ce soja de la gauche à droite, c'est-à-dire du Brésil aux pays consommateurs. Donc vous avez un groupe exportateur, les entreprises, les exportateurs dans la deuxième colonne, et puis les importateurs sur la troisième colonne à partir de la gauche. Et ce que Trace montre surtout, parce que cela ne nous intéresse pas trop de regarder les activités d'une, deux ou une dizaine d'entreprises même, ce que nous voulons, c'est montrer l'état du marché. Et donc, dans une deuxième étape, nous utilisons des images satellites afin d'estimer ou de mesurer la déforestation associée à la production de soja dans ces municipalités à gauche, afin de faire ce lien entre la déforestation et les importations dans les pays. Et donc, nous pouvons par la suite mesurer, calculer et mesurer la déforestation importée. Ensuite, Trace permet également de faire une analyse un petit peu plus spatiale. Donc voilà, nous avions vu auparavant que le soja représente la déforestation importée reliée au soja représentait à peu près 90 000 hectares par an. D'où vient ce soja exactement? Eh bien, Trace permet un peu de répondre à cette question. Si vous regardez en 2018, au niveau du volume exporté de soja vers l'Europe, vous verrez que 23% de ce soja nous vient de ce biome qui s'appelle le Cerrado. C'est une savane brésilienne au beau milieu du continent. 22% du soja nous vient de la forêt tropicale atlantique, qui est située ici et qui comprend le Paraguay et le champ de soja que l'on a vu auparavant. 11% du soja vient de l'Amazonie, 4% vient du Chaco, cette écorégion du nord de l'Argentine et à l'ouest du Paraguay, et 40% nous vient d'autres petites écorégions plutôt vers le centre de l'Argentine. Et si vous faites un calcul de la déforestation importée, vous verrez que celle-ci est concentrée uniquement dans le Cerrado, avec 70% de la déforestation importée localisée dans une douzaine de municipalités au Brésil. Donc maintenant, le problème que nous avions analysé globalement pour l'Union européenne est réellement concentré sur une dizaine ou une douzaine de municipalités dans le Cerrado et également dans le Paraguay. Donc voilà, nous avons la possibilité donc de créer plus de liens directs entre notre consommation de soja et les lieux de production qui sont associés avec la déforestation. Voilà, avant de conclure, je voulais juste montrer des projets de loi en discussion. Premièrement, la Commission européenne a un projet de loi ce mois-ci au niveau de la déforestation importée. Il y a eu aussi des discussions déjà au Royaume-Uni, en Belgique et en Allemagne pour une loi également. Et puis la France, pour terminer avec la France, avec sa stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, est bien en avance sur son projet, avec aussi une plateforme déforestationimportée.fr où vous trouverez la plateforme Trace également, qui sert de guide pour les distributeurs et aussi les entreprises qui recherchent à faire un travail de vigilance et aussi pour prendre des décisions. Et bien sûr, nous les accompagnons dans le développement et des discussions afin de les aider et de donner plus d'informations justement sur les relations entre les matières premières, les importations de matières premières et la déforestation. Donc voilà, je vous invite à visiter le site trace.earth où vous pouvez aussi m'envoyer un mail si vous avez des questions et je serai ravi de les répondre également au cours de cet événement. Merci. Merci Michael pour cette intervention.
Je pense qu'on avait décidé de garder les questions pour après, donc je vais tout de suite passer la parole à Patrick Dugue du Bureau de recherche géologique et minière. Patrick, vous avez la parole. Ça y est, si j'allume le micro, ça marchera beaucoup mieux. Je vais passer en grand écran, vous me dites si... Est-ce que c'est bon? Non. C'est bon. C'est bon? Ben bonjour à tous. Et puis donc, merci à l'Institut français en Suède pour cette invitation. Et donc, je vais d'abord très rapidement me présenter. Donc, je suis Patrick Duc, je suis en charge au BRGM de coordonner les activités autour de la thématique des ressources minérales et de l'économie circulaire. Donc voilà, j'appartiens au BRGM, qui est le Bureau de recherche géologique et minière, qui s'occupe d'un certain nombre de sujets, dont le sujet des ressources minérales. Donc les différents sujets que l'on traite en tant qu'organisme intéressé par les géosciences sont présentés en haut à droite de cette slide d'introduction. Par ailleurs, les propos que je vais tenir aujourd'hui, si vous voulez en savoir plus, je vous invite d'ores et déjà à aller consulter un site qui s'appelle Minéral Info, qui est le portail français des ressources minérales non énergétiques, qui est on va dire, co-animé par le BRGM et par le ministère de l'Environnement en France. Alors, les ressources minérales, avant de rentrer sur les histoires de transfert d'impact, je voulais rapidement quand même faire un petit rappel sur la situation à l'heure actuelle par rapport à la demande en matières premières minérales. Elle augmente d'une manière extrêmement exponentielle avec nos différents modes de vie et notamment la transition énergétique, la mobilité écologique, l'urbanisation et également le nombre d'habitants. Donc ça, c'est un premier constat qui est extrêmement important. Le deuxième constat, c'est que non seulement cette demande augmente en termes de qualité, mais aussi en diversité et en termes de quantité, mais elle augmente aussi en termes de diversité et de qualité. C'est ce que vous pouvez voir sur le petit schéma sur la gauche, hein, où avec les années et depuis un certain nombre d'années, nos objets de la vie quotidienne sont devenus de plus en plus complexes. Et cette complexité, elle se traduit par une utilisation de plus en plus de métaux différents. Alors, parmi les objets relativement complexes qui deviennent de plus en plus importants, on va retrouver tous les objets de la transition énergétique. Et donc, c'est un des exemples maintenant que vous allez voir sur la droite. Lorsqu'on parle d'énergie renouvelable, on sait que c'est des énergies, ou plutôt des technologies qui vont être très consommatrices en matières premières minérales et métalliques. Donc, vous avez sur la droite un petit graphique qui vous donne une idée des augmentations attendues en termes de demande sur un certain nombre de métaux qui se retrouvent essentiellement dans les batteries et donc dans la mobilité électrique. Donc, juste pour donner quelques chiffres, hein, une augmentation, et sans doute les plus spectaculaires, hein, une augmentation de plus de 20 au niveau du lithium en 2030, et on attend une demande qui augmentera de 60 fois en 2050. On retrouve des chiffres assez importants, un tout petit peu moins importants sur le graphite et le cobalt. Alors, lorsqu'on parle d'une demande qui augmente et lorsqu'on se positionne en tant qu'Européen, qu'est-ce qu'on observe? On observe que l'Europe est fortement dépendante à ces métaux venus d'ailleurs, essentiellement d'ailleurs dans les objets de la vie quotidienne. Donc là, vous voyez sur la gauche une carte qui montre l'origine des matières premières critiques qui sont utilisées en Europe. C'est un document de la Commission européenne. En gros, qu'est-ce qu'on peut dire? Que l'Europe est fortement dépendante des importations pour de nombreux métaux, et notamment pour ceux de la transition énergétique. On peut également dire que, et ça ne surprendra personne, que la Chine est le premier producteur minier mondial, hein, et ou métallurgique. Donc, ils sont en situation dominante
sur plus d'une trentaine de matières premières minérales. Et peut-être dernier point qui est aussi important, c'est que la dépendance aux métaux, elle remonte les chaînes de valeur, ce qu'on appelle les chaînes de valeur. En gros, pour résumer, si vous détenez la production de terres rares, vous allez petit à petit maîtriser la chaîne de fabrication des aimants, et en fabriquant les aimants, sachant qu'une partie, enfin pour certains d'entre eux, les retrouve dans les éoliennes, vous allez aussi maîtriser la chaîne de valeur des éoliennes. Donc ça, c'est à titre d'exemple. Donc voilà, donc l'Europe est fortement dépendante de métaux venus d'ailleurs. Donc on a cité les terres rares, 78% du lithium vient du Chili, 70% du cobalt vient de République démocratique du Congo. Alors, un petit schéma qui est un peu complexe, ou plutôt deux schémas qui est un peu complexe, mais qui explique un peu d'abord qu'est-ce que le cycle de vie des métaux et qu'est-ce qu'on entend par chaîne de valeur. Alors, sur la gauche, le cycle de vie des métaux, bien évidemment, on part, alors une fois qu'on a découvert un gisement, hein, on a une mine, on sort un minerai, ce minerai est traité en ce qu'on appelle en minéralurgie pour former un concentré. À cette étape-là, on génère déjà un certain nombre de déchets, pour certains des déchets ultimes. On passe ensuite dans ce qu'on appelle la première transformation, la métallurgie extractive, qui permet de produire des métaux qui vont ensuite être raffinés et rentrer dans les objets de production. Ils vont être utilisés et on va ensuite gérer la fin de vie et, dans la mesure du possible, recycler. Comme vous pouvez voir, dans ce cycle-là, il y a un certain nombre de pertes tout le long du cycle qui fait que, même si on doit mettre un effort important sur le recyclage, malheureusement, le recyclage ne suffira pas à répondre aux besoins. Ça représente quand même un réel potentiel de développement pour certains métaux, notamment, par exemple, parmi nos deux exemples aujourd'hui, le lithium et le cuivre. Le cuivre est un métal qui est aujourd'hui assez bien recyclé, alors que le lithium n'est pas du tout recyclé. Donc, il y a malgré tout un réel potentiel. Mais je vais me répéter, il existe quand même des limites. Les limites, c'est les pertes le long de la chaîne et du cycle de vie. Et puis, c'est aussi ce qu'on appelle l'entropie. C'est-à-dire, plus vous allez diluer un métal dans un objet, c'est le cas notamment, par exemple, sur les téléphones portables, plus l'énergie qu'il va falloir mettre pour aller les récupérer en fin de vie va être importante. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le recyclage, c'est aussi une activité industrielle et qu'elle n'est pas vertueuse par définition. Elle a aussi des impacts. Alors, si on regarde le côté un tout petit peu chaîne de valeur, ce qu'on appelle chaîne de valeur, c'est ni plus ni moins que le cycle de vie et le passage d'un métal à travers ces différentes étapes, en partant, alors sur l'exemple du cuivre par exemple, en partant de la mine pour terminer in fine dans une batterie. Donc, si on regarde le lithium par exemple, on va voir que c'est un métal qui va passer à travers différents pays pour subir différentes transformations. Globalement, in fine, c'est un chiffre à prendre avec beaucoup de précautions, mais parce que bien évidemment, il y a différents cas et différentes origines, mais on peut considérer qu'un lithium contenu dans une batterie européenne a voyagé aujourd'hui plus de 30 000 km avant de se retrouver dans la batterie. Deux exemples pour terminer ma présentation. Le premier concerne le lithium. Alors aujourd'hui, le lithium, on le retrouve dans deux grands types de gisements qui sont relativement bien distincts, ce qu'on appelle les salars. En gros, c'est du lithium qui est dissous et qu'on va retrouver donc essentiellement en phase liquide, qui est dissous dans les salars et dans la terre. Et ce qu'on appelle les roches dures, les minerais. En l'occurrence, ici, sur la droite, une photo d'une pegmatite à spodumène. Je ne rentrerai pas dans le détail. En gros, c'est la roche dure qui est la plus souvent utilisée pour récupérer du lithium. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur le lithium? Plus de 80% de la production minière mondiale aujourd'hui est répartie sur 3 pays. Et 85 à 90% de la production est portée par 5 entreprises multinationales qui sont intégrées verticalement. Ça veut dire qu'elles vont de l'extraction jusqu'à la production du produit lithium qui va ensuite rentrer dans les précurseurs de batteries.
Pour les précurseurs, la Chine concentre une grande part des capacités métallurgiques, plus de 50%. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Que les impacts économiques, environnementaux et sociaux du lithium, ils vont dépendre de son origine. Et ils vont se répartir sur l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est-à-dire que ça va dépendre de l'origine, c'est-à-dire du pays dans lequel est extrait le lithium, et ensuite des différents pays qui vont participer à sa transformation. Donc, si on regarde sur la droite, on va voir que effectivement, selon l'origine et la qualité, on va dire, des gisements dans lesquels sont extraits ce lithium, on va avoir des impacts environnementaux qui sont différents. Alors, on parle beaucoup, quand on parle d'impacts environnementaux, d'émissions de gaz à effet de serre. C'est la question du CO2. Et donc, on va voir, par exemple, dans ce schéma, qu'effectivement, si on part de salars, de lithium contenu dans des salars, l'impact en termes de gaz à effet de serre va être beaucoup moindre que si on travaille sur des roches dures. La raison principale, c'est qu'une grande partie de l'énergie qui est dépensée dans le traitement des minerais est inhérent à la phase d'extraction et de broyage, concassage. C'est beaucoup d'énergie qui est mise pour réduire un minerai en poudre avant d'en extraire. Alors que dans le cas des saumures, l'élément est déjà en solution. Le lithium est déjà en solution. Alors, pourquoi j'ai pris cet exemple? Parce qu'effectivement, si on regarde les gaz à effet de serre, on se dit que finalement, à la fois en termes d'origine et d'origine, on va dire, géologique, une des solutions semble meilleure que l'autre. Je voulais insister sur le fait qu'au-delà des gaz à effet de serre, il y a d'autres impacts qu'il faut prendre. Alors, bien évidemment, il y a la consommation d'eau, il y a toute la pollution des milieux potentiels alentours, il y a ce qu'on appelle les DMA, les déchets miniers. Donc, ces impacts-là, il faut également les intégrer lorsqu'on veut comparer les transferts d'impact. Donc, il y a les gaz à effet de serre, mais pas que. En ce qui concerne le cuivre, le cuivre, alors là, je voulais faire un petit focus sur le cuivre et le cuivre européen, puisqu'en fait, le cuivre est, comme vous pouvez le voir sur le schéma de droite, le cuivre en Europe, c'est une demande d'à peu près 4 millions de tonnes. C'est des documents que j'ai tirés de l'European Copper Institute, donc 4 millions de tonnes. Sur ces 4 millions de tonnes, on en produit à peu près 20%. 43% viennent, comme je vous l'ai dit, ce qu'on appelle du recyclage des scraps, c'est-à-dire qu'on est en capacité quand même de recycler une quantité assez importante et la remettre dans le système. Et puis tout le reste vient d'importation. En Europe, les principaux acteurs, on retrouve la Suède. La Suède a une compagnie minière qui s'appelle Boliden, avec lequel le BRGM a souvent travaillé et continue à travailler, et qui est un producteur européen important de cuivre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le cuivre? Que la demande en cuivre dans les 25 prochaines années, les calculs montrent que ça va être supérieur, ce qu'on va consommer dans les 25 prochaines années, ça va être supérieur à la consommation que l'on a eue depuis le début de l'origine de l'humanité. Juste pour vous donner un ordre d'idée du côté exponentiel de la demande. Et en termes d'impact, il va y avoir des impacts sur l'eau, l'air, l'énergie et les déchets. Et vous allez voir, et vous pouvez le voir sur ce schéma-là, que ça va être très, très différent. Là, c'est un peu comme pour le lithium, selon les procédés, les lieux de production et les réglementations associées. Donc, c'est ce qu'on peut voir sur ces différents, selon qu'on parte d'une mine à ciel ouvert ou d'une mine souterraine, selon qu'on ait un mode de traitement qui va terminer sur ce qu'on appelle la pyrométallurgie ou un mode de traitement qui va terminer par de l'hydrométallurgie, ces deux grandes technologies, on va dire, familles de technologies, les impacts seront différents. Et donc ça, c'est quelque chose à intégrer lorsqu'on veut évaluer nos transferts d'impact. Voilà, mais je vais maintenant en arriver aux conclusions sur cette question des ressources minérales et en fait, quels sont les enjeux derrière ces questions-là et quelles sont les solutions éventuelles pour faire face à cette demande. Alors, j'ai répété le constat, une demande croissante et diversifiée, une forte dépendance européenne aux importations, notamment dans les objets manufacturés, et comme on l'a vu, des opportunités, mais aussi des limites au recyclage. C'est quoi les conséquences? Les conséquences, c'est qu'il y a des transferts d'impact. Alors, pour certains d'entre eux, ils sont peut-être positifs. Tous les impacts ne sont pas nécessairement négatifs. Mais malgré tout, il y a des transferts d'impact. Ils sont environnementaux et sociaux. Alors, en partie,
une partie de ces transferts d'impact, notamment quand ils sont environnementaux, ils sont aussi fortement dépendants du fait qu'aujourd'hui, les standards de production ne sont pas les mêmes partout et que donc, que selon l'endroit où, par exemple, 1 kilo de cuivre va être produit, eh ben, les impacts associés seront forcément extrêmement différents, selon qu'il soit produit en Suède, en Pologne ou au Chili, par exemple. Voilà. Alors, on transfère des impacts, mais on transfère également une certaine forme de souveraineté et des capacités d'opportunités industrielles. À partir du moment où on n'est pas en maîtrise des chaînes de valeur et des chaînes d'approvisionnement, eh ben, on est dépendant de l'ensemble des pays qui sont avant nous en train de transformer ces produits. Et la crise du Covid a accentué cette perte de souveraineté, notamment européenne, puisqu'un certain nombre de chaînes industrielles ont dû s'arrêter, notamment pour la construction de voitures, par exemple, par manque de composants électroniques qui eux-mêmes étaient impactés par manque de métaux venant des mines. Alors, quelles sont les solutions? La première solution, c'est bien évidemment d'avoir une vision, ce qu'on appelle cycle de vie, pour optimiser ces flux de matière. Une autre solution, c'est bien évidemment la sobriété. C'est un des meilleurs moyens de limiter la demande. Et puis, une autre solution, c'est l'éco-conception. Alors, une autre solution, et qui est cette fois-ci beaucoup plus axée sur effectivement l'offre, eh ben, il faut mettre en place un approvisionnement responsable, durable et traçable. On va se retrouver là en forte analogie avec la présentation précédente. Il va falloir tracer ces chaînes de valeur et il va falloir s'assurer le long des chaînes d'approvisionnement que les différents acteurs ont et répondent à des standards qui sont partagés et qui correspondent à nos valeurs. Et donc, le meilleur moyen d'avoir des standards qui correspondent à nos valeurs peut être celle de la relocalisation de certaines activités sur le territoire européen, puisque à partir du moment où une activité est relocalisée, elle sera au moins réalisée en accord avec nos valeurs, nos réglementations et notre prise en compte des impacts environnementaux. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention, puis je serai bien évidemment disponible pour essayer de répondre à vos questions. Merci. Merci Patrick pour cette deuxième intervention qui soulève elle aussi beaucoup de questions et de remarques et qui interpelle. Je vous propose néanmoins qu'on écoute maintenant Alizé Lehoux qui va aborder un troisième volet d'une certaine façon de tous ces impacts. Donc Alizé, je vous donne la parole. Merci. Merci bien. Alors. Voilà. Alors, je voulais vraiment remercier l'Institut français de Suède de me donner cette opportunité de parler aujourd'hui. Donc, moi, je vais vous présenter encore un autre angle de vue. Donc, on va… Oui, pardon. Je vais changer ça, voilà. Donc, moi, je vais vous parler vraiment de l'industrie du papier en Suède. Donc, l'industrie du papier, en fait, on peut se dire qu'elle a diminué dû à la digitalisation, mais finalement, ce n'est pas vraiment le cas. Elle est toujours présente, voire même elle augmente. On a la plupart du papier qui est produit aujourd'hui qui est utilisé pour l'emballage. On a 59% en 2018 qui a été utilisé donc, pour l'emballage. Et ça, on peut se dire que c'est potentiellement lié à une diminution de l'utilisation du plastique pour utiliser plus de papier. Donc, il faut savoir que l'industrie du papier, c'est une des industries les plus demandeuses d'énergie et les plus polluantes du fait de ses émissions de gaz à effet de serre, de l'industrie elle-même, mais aussi des déchets. Et aussi, il y a aussi une grande quantité d'eau qui est nécessaire pour la production du papier. Et il y a aussi, bien sûr, d'autres effets tels que la déforestation, l'érosion des sols et la dégradation des forêts naturelles. Et il y a aussi, bien sûr, les déchets, les rejets toxiques qui peuvent être des impacts de cette industrie. Mais cependant, il faut dire qu'il y a vraiment beaucoup d'efforts qui ont été faits dans le domaine, dans certains pays plus que dans d'autres, bien sûr, et en particulier le cas de la Suède, donc on va regarder aujourd'hui.
Cette industrie, comme vous le savez sans doute, elle est très importante pour l'économie suédoise. Le pays se place au 5e rang des plus grands exporteurs de pâte à papier, de papier et de bois scié au monde, d'après des chiffres de 2019. Donc, comme vous pouvez le voir ici, après le Canada, la Russie, l'Allemagne et les USA. Et puis, on peut voir que la France est tout en bas du tableau. Et donc, de fait, 70% de la surface du pays est couverte de forêts. Et de ces 70%, il y en a quand même 80% qui sont vraiment dédiés à la culture. Et il y a uniquement 1% de toutes ces forêts qui sont fauchées chaque année pour qu'il y ait vraiment un roulement, un bon renouvellement des forêts. L'industrie proclame aussi d'utiliser 96% de bioénergie, dont une partie qui est produite grâce aux déchets eux-mêmes. Et l'industrie du papier en Suède proclame aussi d'avoir vraiment énormément diminué ses déchets depuis le début de son histoire. Mais du coup, quels sont vraiment les impacts sur l'environnement? Alors ici, vous pouvez voir 2 photos d'archives qui ont été prises avant les années 70. Et on peut voir que les cours d'eau, ils ont été vraiment utilisés pour le transport des matières premières, mais aussi pour rejeter des quantités importantes de déchets solides et liquides mélangés avec des produits chimiques. Donc, ça fait qu'on peut voir ce genre de nuages sur des photos aériennes, donc vraiment de déchets directement à l'extérieur des usines. Et ici, les cours d'eau étaient utilisés donc, pour le transport des matières premières, donc pour le transport des rondins de bois. Donc, on peut se dire, bien sûr, qu'il y en avait aussi une bonne quantité qui devait se retrouver directement sur les sédiments. Et donc, au final, il y a des déchets liquides dus à cette industrie, mais aussi des déchets solides, et puis des déchets gazeux, donc des gaz malodorants, des gaz à effet de serre, des gaz toxiques. Il y a de nombreuses réglementations qui ont été mises en place dans différents pays à partir de la fin des années 60, lorsqu'on a vraiment commencé à se rendre compte des effets sur l'environnement, donc de façon nationale, mais aussi internationale, pour réduire vraiment l'impact sur l'environnement, et en particulier les rejets solides qui ont, eux, été interdits, les rejets vraiment directement dans l'environnement aquatique. Donc, ce que je vais vous montrer, maintenant, ce dont on va parler, ça va être vraiment les déchets qui ont été produits finalement avant les années 70, la fin des années 60, mais qui vraiment ne sont plus produits aujourd'hui, qui ne sont plus rejetés dans l'environnement aquatique, mais qui sont traités avant d'être pris en charge. Mais du coup, tous ces déchets qui ont été vraiment rejetés dans les années avant, eh bien, ils se retrouvent amassés directement à l'orée des industries, et ils ont constitué en fait un nouveau type de sédiments qu'on va appeler les fiber banks, et qui sont en fait vraiment un amassement de copeaux de bois, de fibres de cellulose. Et puis on a plus loin les fiber rich. Donc ça, c'est vraiment une taxonomie suédoise, mais qui est de plus en plus utilisée parmi la sphère des je trouve plus mes mots. La sphère des chercheurs sur ce type de sédiments spéciaux. Et donc, les fiber rich, c'est vraiment un mélange de sédiments naturels qui est mélangé donc, avec les fibres et puis les morceaux de bois, donc tous ces déchets, mais vraiment plus loin des usines en général et en quantité, en épaisseur vraiment beaucoup moindre. Ces déchets, ils ont été identifiés au Canada, aux USA, en Finlande, en Inde, mais en fait aussi probablement dans tous les pays qui ont ce type d'industrie. En Suède, c'est un problème qui est évidemment très présent. Ici, vous avez une carte qui montre en fait donc tous ces petits points qui montrent
les endroits, les sites qui sont potentiellement contaminés parce qu'ils ont eu ou qu'ils ont encore des activités qui impliquent la transformation du bois. Seulement les petits points en couleur montrent les sites qui ont été qui ont été un peu plus recherchés et caractérisés. Voilà. Donc, on dirait vraiment que ce n'est pas beaucoup de sites, mais finalement, ça représente vraiment énormément de travail de caractériser ces sites. Donc, il y a encore énormément de travail à faire pour vraiment caractériser tous ces sédiments pollués dans le reste du pays. Donc, maintenant, je voulais vous montrer quelques photos de fiberbanks qu'on a prises sur le terrain lorsqu'on ramène le sédiment à bord, à la surface, à bord des grands bateaux de recherche. Donc, c'est le bateau qu'on a utilisé pour cette recherche, donc avec ce genre d'échantillonneur. Et puis, vous pouvez voir qu'on a vraiment des types différents de sédiments. Donc, on a des sédiments ici à gauche qui sont vraiment composés de copeaux de bois, de morceaux de bois, alors qu'ici, à l'autre extrême droite, on a vraiment un sédiment qui est composé principalement de fibres de cellulose très fines. Et puis, entre les deux, on a un sédiment qui est un peu mixte. Donc, finalement, on trouve vraiment différents types de sédiments en fonction du type d'industrie dont ils proviennent. Mais tous les trois fiberbanks, ces trois types, ils ont tous en commun une teneur en matière organique qui est très élevée. Et le problème, c'est qu'ils sont aussi très contaminés. Donc, ils sont contaminés en contaminants organiques. Donc, comme par exemple le DDT, les PCB, les solvants, les dioxines. La plupart de ces polluants, ils ont été interdits, mais ils sont toujours présents dans l'environnement parce qu'ils sont très résistants au processus de dégradation biologique et chimique. Si on prend par exemple le DDT, je voulais vous montrer quelques images ici pour vraiment faire réfléchir un peu à ces questions des contaminants dans l'environnement. Le DDT, c'est un produit chimique toxique qui a été interdit dans de nombreux pays dans les années 70, mais avant cela, il était utilisé de façon extrême pour l'agriculture et pendant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on pensait qu'il allait nous sauver de nombreuses maladies comme la malaria, la fièvre jaune, le typhus. Il y a même eu un prix Nobel pour sa découverte. Donc vraiment, c'était vraiment très intensément utilisé. Et du coup, il se retrouve dans le bois, donc vraiment dans la matière première, et du coup, se retrouve donc dans les déchets qu'on peut trouver donc dans les fiberbanks. On a aussi donc des déchets, des contaminants métalliques dans ces sédiments, donc du mercure, de l'arsenic, du zinc, du chrome. Et le problème, c'est qu'ils sont aussi résistants au processus de dégradation biologique et chimique et qu'on a par exemple, il peut y avoir un processus de biomagnification. Donc, on va avoir l'augmentation de la concentration d'un polluant dans la chaîne alimentaire. Donc, finalement, il ne disparaît pas vraiment. Et puis, il y a un autre problème, c'est que du coup, ces sédiments, puisqu'ils sont ils ont de tellement fortes concentrations en matière organique, eh bien, il va se créer des conditions anoxiques, c'est-à-dire que l'oxygène est consommé et qu'il vient à manquer. Et alors, on a un certain type de bactéries qui vont se développer. Et ces bactéries-là, elles vont produire énormément de dioxyde de carbone et de méthane. Et ce sont tous les deux des gaz à effet de serre. Le méthane, c'est un gaz qui est très puissant en termes d'effet de serre, environ 34 fois plus puissant que le dioxyde de carbone. Et puis, il va aussi y avoir la production de sulfure d'hydrogène, qui est malodorant et toxique. Comme vous pouvez le voir ici sur les images qu'on a prises avec les caméras sous-marines du bateau, et on peut voir les traces que laisse l'échappement de gaz à la surface des sédiments, et puis les bulles qui témoignent directement de cette activité. Et puis on a vu aussi que en fait, cette production de gaz, elle augmente avec la température, donc c'est vraiment très problématique, étant donné qu'on ne va pas vers des températures plus froides. Donc, il est urgent de remédier ces sites, évidemment. Le problème, c'est que du fait qu'ils sont si particuliers,
on ne peut pas utiliser les méthodes qu'on utilise traditionnellement. Donc, on a voulu tester cette méthode de in situ capping, comme on peut dire. Donc, finalement, il s'agit de couvrir le sédiment contaminé avec des matériaux propres. Donc, on l'a testé en laboratoire, comme vous pouvez le voir ici sur cette photo. Et l'avantage de cette méthode, c'est vraiment d'isoler l'environnement aquatique par l'isolement, la protection des contaminants. Et alors, les tests en laboratoire, donc tous nos différents tests, ils ont montré tout un tas de choses, et entre autres, eh bien, que les sédiments ont une bonne stabilité et une bonne capacité de soutien. Donc, ils sont capables de soutenir des grosses couches de sédiments propres, et même sous des fortes pentes, comme vous pouvez le voir ici. Mais le problème, c'est que le gaz pénètre la couverture protectrice, peu importe son épaisseur, et que du coup, ça diminue l'efficacité de cette méthode, puisque ça permet le transport des contaminants par la formation de canaux qui laissent finalement des marques similaires à ce qu'on pouvait voir à la surface du sédiment que je vous ai montré précédemment. Donc, du coup, on se penche vers d'autres méthodes. Donc, hélas, on risque de devoir faire du dragage. Donc là, typiquement, le dragage, eh bien, les sédiments sont déplacés et transportés dans un centre d'enfouissement où ils vont être isolés. Et alors, l'aspect positif de cette méthode, c'est que du coup, on va avoir plus de contrôle sur le sédiment, on va pouvoir l'isoler et le protéger de façon effective. Mais le problème, c'est que c'est une méthode qui va avoir besoin vraiment de beaucoup de contrôle au cours des années. Il va falloir, voilà, c'est une surveillance constante. Donc, c'est une méthode qui est très coûteuse et puis qui va occuper beaucoup d'espace pour finalement des sédiments contaminés. Donc, c'est vraiment pas l'idéal. Et puis, de plus, s'il y a des gaz qui s'échappent, eh bien, il va falloir les surveiller. Et si on atteint des niveaux limites, il va falloir contenir ces gaz, les traiter avant de pouvoir les rejeter dans l'atmosphère. Donc finalement, en conclusion, ces fiber banks, ce sont des reliques du passé. Donc c'est vraiment plus des choses qui se créent aujourd'hui. Maintenant, on a appris et les industries, grâce à ces lois qui ont été mises en place, ne rejettent plus ce type de déchets. Mais par contre, de la recherche est vraiment nécessaire afin de trouver une bonne solution pour remédier ces sédiments de façon efficace, étant donné l'étendue du problème en Suède. Par exemple, on est en train de réfléchir à une possibilité de valoriser ce gaz qui est produit pour éventuellement en faire une source d'énergie. Et voilà. Et après, du coup, je me disais, voilà, de passer quelques temps à discuter peut-être de ça après, lors des questions. Comment faire, nous, en tant que personnes, pour limiter notre impact sur l'environnement? Bien sûr, éviter d'utiliser du papier. Oui, bon, c'est pas une utilisation. Voilà. Enfin, ce qu'il faut, c'est vraiment ne pas gâcher les matières premières et puis ne pas gâcher le papier, éviter d'utiliser les produits à utilisation unique et puis recycler autant que possible, puisque vraiment recycler le papier, c'est une des solutions qui peut aider à diminuer l'impact sur l'environnement. Donc voilà, je vous remercie de votre attention et je suis ravie de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Écoutez, après tout ça, je crois qu'il y a plein de questions qui se posent et on voit bien les liens qu'il y a entre les trois interventions, même si ce qui est un peu affolant d'une certaine façon, c'est que quels que soient les bords par lesquels on les prenne, c'est pas si facile que ça. Peut-être qu'on pourrait entamer la discussion sur le dernier mot, en fait, le problème du recyclage. Parce que il a été abordé, au moins dans les deux dernières interventions. Alizé, vous parlez du recyclage du papier. Il avait été question du problème
du recyclage plus pour les métaux avec les problèmes d'entropie de dilution. Alors peut-être que pour entamer cette discussion, le recyclage du papier, combien de fois on peut recycler les choses, quel est le résultat, quelles sont les pertes qu'on a quand on recycle du papier, et est-ce qu'on peut du coup parler un peu en termes d'efficacité de recyclage. Si on doit recycler, on a vu que ça a un coût de recycler. Est-ce que ça, enfin voilà, qu'est-ce qui est le plus vertueux et qu'est-ce qui sera le plus efficace dans tout ce recyclage? Vaste question. En effet, ouais. Alors, je ne suis pas une experte du recyclage dans la question, donc je ne voudrais pas m'avancer et dire de bêtises. Mais oui, je suis vraiment, c'est vraiment pas mon domaine. Mais je pense que de façon générale, le recyclage est quand même à préférer, donc pour des questions de limitation de la déforestation, etc. Après, en termes de coût, oui, en effet, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable non plus. Je sais pas exactement quels sont les taux de recyclage en Suède et en France, par exemple, mais non, je ne m'avancerai pas à dire plus que ça. Je crois que je risque de dire des choses qui sont mon avis personnel et non pas sur... Patrick, peut-être? Je m'avancerai encore moins sur le papier, hein, parce que, alors pour le coup, je ne sais pas. Mais par contre, je peux peut-être commenter sur les métaux. Il est évident que, en tout cas dans la thématique des métaux, il est évident qu'on a mis beaucoup d'énergie pour sortir des millions de tonnes de roches, hein, pour en extraire un métal et le mettre dans le cycle de vie. Donc, imaginez que ce métal puisse ensuite se retrouver dans un trou, et donc dans ce qu'on appelle une économie qui serait uniquement linéaire. Il n'y a pas vraiment de discussion sur l'idée qu'il faut mettre en place des circuits de recyclage, et c'est ce que j'avais essayé de montrer avec mon petit schéma sur le cycle de vie. Par contre, et le propos ne doit pas être mal interprété, le propos doit être quand même que le recyclage, c'est une activité industrielle. Et comme je l'ai dit, je le répète, il ne faut pas considérer que c'est vertueux parce que c'est du recyclage. Ça veut dire que c'est une activité qui doit être optimisée. En tout cas, dans le domaine qui me concerne, par exemple, j'ai montré mon téléphone. Alors, je ne sais pas si, oui, non, on ne voit pas bien, enfin, peu importe la marque du téléphone. Toujours est-il que aller chercher quelques microgrammes ou milligrammes de terres rares, de métaux rares dans un téléphone, en gros, ça va demander énormément d'énergie. En gros, plus l'objet va être complexe et plus on va gagner en complexité, plus quelque part, ça va être compliqué de recycler. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer, ça veut dire qu'il faut éco-concevoir les produits pour mieux les recycler. Ça, c'est la première chose. Ça veut dire aussi que parfois, sur les anciens objets, il ne faut pas nécessairement chercher à revenir à la matière vierge initiale, mais qu'on doit générer ce qu'on appelle des produits issus du recyclage, qui sont des espèces de, en ce qui nous concerne, de mixtes de métaux, qu'on pourrait remettre dans un circuit tout de suite. Par exemple, sur les terres rares et sur les aimants, c'est un peu ce qui est envisagé. Au lieu de remonter jusqu'à la terre rare qui demande beaucoup d'efforts, une fois qu'on a une poudre dans laquelle il y a un mélange de terres rares, peut-être qu'on peut refaire des aimants tout de suite sans avoir à revenir. Bon, voilà, ce qu'on appelle des boucles courtes de recyclage. Donc ça peut être une partie de la solution. Mais ça ne sera pas, en ce qui concerne les métaux, ce ne sera toujours qu'une partie de la solution. Ouais. Je peux rajouter ici, c'est vrai que ça me fait penser à toutes les avancées en termes de l'industrie du papier. C'est vrai qu'une des choses qui sont vraiment centrales dans les avancées de l'industrie du papier, c'est qu'ils utilisent vraiment de plus en plus les matières premières. Donc, ils ont de moins en moins de déchets aussi, du fait que du coup, ils essayent vraiment de faire un maximum avec ce qu'ils ont. Ouais, je voudrais juste ajouter que je suis d'accord avec ce que Patrick vient de dire, je pense que
il faut quand même faire une distinction entre le recyclage du consommateur, c'est-à-dire qu'en tant que consommateur, nous tous, on aime l'idée du recyclage parce que ça nous donne un effet direct de se sentir peut-être bien qu'on est en train de faire quelque chose de positif pour l'environnement. Mais ce n'est pas toujours le cas, premièrement, et ce n'est pas toujours l'effet voulu, c'est-à-dire que parfois un recyclage plus en amont ou même un changement de procédé aura un impact beaucoup plus important, beaucoup plus positif que demander à des millions de personnes de ramener leur plastique, etc. Donc voilà, je pense que le recyclage n'est pas la solution à tous nos problèmes, malheureusement. Et une chose qui interpelle, c'est un peu pour faire un écho entre ce que Alizé a dit. Vous avez dit que ce serait bien de penser au recyclage pour éviter la déforestation. Alors, on ne peut pas s'empêcher de poser la question à Michael. Bon, la déforestation importée, qu'est-ce qu'on devient? Est-ce qu'on fabrique de la pâte à papier? Voilà, Oui, alors bien sûr, on en fabrique en Indonésie, on en importe. Alors le papier, c'est compliqué parce qu'il y a de la pâte à papier qui est importée par exemple en Chine pour refaire du papier qui est ensuite exporté en Europe. Donc il faut poursuivre le papier, c'est un peu compliqué parce que voilà, c'est un produit transformé qui est transformé, etc. Mais vous avez vu en ce qui concerne la liste des matières premières que je vous ai montré, où vous aviez le soja en premier et l'huile de palme, vous avez les produits du bois, mais cette liste ne concerne pas les produits un petit peu plus industrialisés, comme le papier ou les piles, etc. Donc là, il y a une analyse à faire, mais évidemment, on sait très bien que la pâte à papier est aussi un des produits qui est bien sûr sourcé de la déforestation. Et par cela, je veux dire que vous aviez une forêt tropicale naturelle qui a été remplacée par d'autres espèces qui sont utilisées ensuite pour faire de la pâte à papier. ouais. Peut-être qu'il y a aussi une question sur justement l'impact qu'on a au fil des ans. On voit bien avec la pâte à papier, enfin l'industrie du papier, que très longtemps après, finalement, on croyait, enfin on s'en est finalement pas tellement préoccupé. Et puis là maintenant, on ne sait pas très bien que faire de ces déchets qu'on a un peu, on les a pas mis sous le tapis, on les a mis dans les rivières en fait. Mais du coup, ça repose à tous les niveaux le problème du retraitement des déchets aussi et peut-être du coup de produire avec moins de déchets et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui veut réagir sur une des autres thématiques que le papier? Non, bon. Si, je peux réagir. C'est clair que les gaz à effet de serre vont avoir leurs conséquences que nous connaissons. Donc ça, c'est un problème que les générations futures, enfin même pas si futures que ça, nous-mêmes, nous allons devoir y penser et ajuster nos modes de vie probablement. Et donc je trouve que cette histoire des fiber banks et de la pâte à papier présentée par Alizé est vraiment une histoire importante, je pense, et il faut en tirer des leçons parce que c'est une question d'ailleurs que j'avais pour vous, Alizé, parce que vous parliez de l'industrie avant les années 60, donc j'imagine que c'est une industrie où les déchets ont été émis durant peut-être même 60 ans ou plus, probablement. Donc vraiment là, nous sommes les arrière petits-enfants de cette industrie. Exactement, ouais. On peut même remonter jusqu'à une centaine d'années. C'est vraiment une industrie qui est très importante depuis des années en Suède et dans d'autres pays. En fait, ce problème, comme je vous l'ai dit aussi, a priori, j'avais discuté avec des gens du Canada aussi qui avaient montré, qui avaient vraiment trouvé les mêmes types de déchets. C'est vraiment quelque chose qui est très important au niveau national ici, en Suède, mais finalement, c'est un problème mondial. Alors,
Dans le chat, il y a une question sur que faire pour réduire aujourd'hui notre impact, changer de consommation. Moi, j'avais aussi peut-être de face. Donc voilà, on a cette question qui se pose à laquelle on peut peut-être essayer de répondre. Et puis, je reviendrai ensuite sur les aspects justement de projet de loi qui est peut-être un autre aspect. Ben, en tout cas, pour la partie qui me concerne, bien évidemment, enfin, on va arriver sur des questions de choix de société quelque part. Voilà, moi j'ai parlé de sobriété. Alors la sobriété, c'est pas la décroissance. Certains pensent qu'on doit aller dans la décroissance, mais en oubliant que certains pays, eux, ont besoin d'être dans la croissance parce que leur demander de décroître alors que leur niveau de vie est déjà très bas serait totalement... donc voilà, donc honnêtement, je ne sais pas quelle est la solution, le nombre de personnes augmentant. Non, je pense que il y a sans doute, quelque part, il faut optimiser tous les flux à tous les niveaux. On a parlé du recyclage, hein. Il faut encourager des boucles courtes. Il faut penser CO2, mais pas que. Je pense que c'est aussi ce que ça nous montre, par exemple, l'histoire de la pâte à papier, en l'occurrence, ce que nous a montré Alizé, les conséquences. Alors, il y avait l'histoire des gaz et donc un peu d'émissions de gaz à effet de serre, hein, mais c'est pas que ça, hein. Ça veut dire que quand on doit réfléchir, on doit intégrer l'ensemble de l'ensemble. On doit penser, alors je le répète, on doit vraiment penser cycle de vie. C'est une discipline qui se développe. Oui. Il y a de plus en plus de gens qui travaillent en analyse cycle de vie dans notre domaine, mais je suis sûr dans le domaine de mes collègues, c'est exactement la même chose. Et c'est vraiment une partie de la solution, c'est celle-là. C'est d'envisager dès la conception de nos modes de vie, d'avoir cette pensée cycle de vie et d'avoir l'ensemble des impacts dès la conception. Ça me paraît extrêmement important. Et puis ce qui est important aussi, c'est de se doter d'outils qui nous empêchent d'aller sur des mauvaises bonnes idées. Les carburants de première génération, c'est typiquement la mauvaise bonne idée qui, si elle était passée à l'analyse du cycle de vie, n'aurait pas eu lieu. On ne s'est pas rendu compte qu'on allait justement parler de déforestation des forêts. Et on est parti à fond en pensant que bon, ben, y en a beaucoup, des sujets comme ça. Donc voilà, honnêtement, si l'un d'entre vous a la solution, je suis preneur, mais moi, je ne l'ai pas. Non, mais je suis assez d'accord qu'en tant qu'individuel, notre champ d'action est assez réduit. Et je pense que vraiment une chose qui peut aider, ce qui est le plus gros moteur, c'est toujours les législations qui vont vraiment permettre par exemple, dans le cas que je vous ai montré, de cesser ces rejets dans l'environnement aquatique. Après, je pense qu'en tant que consommateur, ce qu'on peut faire, c'est essayer de consommer vraiment quand c'est indispensable, essayer d'éviter d'user les produits à usage unique. Donc, par exemple, les fourchettes en plastique ou bien en carton. Enfin, ce n'est pas parce que c'est du carton ou du papier que ça aura moins d'impact. Enfin, après, je ne sais pas exactement si ça aura moins d'impact, mais en tout cas, l'impact ne sera pas nul. Donc voilà, essayer de consommer intelligemment, quoi, je dirais. Et puis aussi, voilà, une chose que je voulais dire aussi, c'était par rapport à la déforestation, je pense que je me suis peut-être mal exprimée parce que dans le cas de la Suède, par exemple, le taux d'utilisation des forêts, comme je vous l'ai dit, il est quand même assez bas. Et du coup, ça permet à la forêt d'être saine. Alors que il y a d'autres pays où on a essayé d'implanter des forêts juste pour cette utilisation du papier. Et du coup, c'est ça qui engendre la déforestation et des mauvais usages du sol. Et du coup, si nous, en tant que consommateurs, on avait cette information-là, ce papier-là, il vient de cette forêt complètement dévastée, cette île qui est complètement qui a des problèmes de pollution, etc.
ou bien de Suède, où il y a plus de législation et les choses sont quand même un petit peu plus régulées, etc. Eh bien, si on a cette information-là, vaut mieux choisir voilà, quelque chose qui est produit dans des meilleures conditions. Effectivement, donc Patrick, vous voulez réagir? Faut que je mette mon micro, ça ira mieux avec le micro. Non, je voulais juste réagir que cette remarque-là, quelque part, elle nous rejoint, enfin, sur nos 3 domaines, elle est importante, c'est la question de la traçabilité des chaînes d'approvisionnement et donc, oui, il va se passer, c'est déjà le cas hein, dans l'alimentaire, les boucles courtes, ça arrive dans tous les domaines en fait. Ça arrive dans tous les domaines. Il faut, pour que ça marche, il faut une gouvernance mondiale. En tout cas, sur les métaux et matériaux, c'est un peu le raisonnement qui est fait. Et pour pousser cette gouvernance mondiale, il faut des standards qui s'appliquent partout. Et la pression que les consommateurs vont mettre par leur choix va finalement obliger l'ensemble de la profession à bouger quelque part, pour des raisons uniquement donc tirées par le bout de la chaîne. Et pour que ça marche, il faut des systèmes de contrôle, donc il faut de la réglementation, mais il faut aussi de la traçabilité. Et je crois que je vais renvoyer la balle à Michael, mais voilà, la notion de traçabilité, elle est extrêmement importante. Peut-être je peux me permettre en même temps de poser une question à Michael. C'était une question que j'avais parce que vous avez beaucoup insisté sur la déforestation, donc en gros les hectares perdus. Et si vous pouviez nous en dire un peu plus sur, non seulement j'ai le sentiment que c'est des hectares perdus, mais quand on fait pousser du soja ou j'imagine des arbres pour faire de l'huile de palme, on a d'autres impacts localement qui sont aussi, j'imagine, très difficiles à gérer. Ce n'est pas seulement des hectares perdus de forêt, j'imagine que c'est aussi d'autres impacts. Oui, je vais réagir d'abord sur la traçabilité. Après, je répondrai à votre question, Patrick, qui est très intéressante. Je pense qu'en tant que chercheur, et mes collègues seront certainement d'accord avec moi, c'est que nous devons mettre la lumière sur ce qui est un peu invisible. Je pense que c'est ça un peu la thématique aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de choses cachées. Cette déforestation importée est une déforestation un peu cachée. Le soja, la consommation de soja, c'est une consommation cachée, parce que bien sûr, un peu comme le recyclage, je pense que le consommateur aime cette idée de pouvoir, voilà, je vais acheter un café qui n'est pas issu de la déforestation en Europe. Comme vous l'avez vu, ce n'est pas le plus gros problème. Le plus gros problème, c'est le soja. Et donc, qui c'est qui achemine le soja Comment fait-on pour réduire la demande de cette déforestation importée, pour stimuler un autre système de production? Notre choix, c'était de montrer justement cette traçabilité pour pouvoir ensuite accélérer aussi la coopération, parce que l'idée, c'est pas d'arrêter de sourcer d'une région, parce que après, vous avez des acteurs qui, pour eux, la déforestation importée, c'est pas très important, et donc, en fait, la déforestation augmente. Et donc, au niveau des impacts, bon, ça, c'était le choix de notre initiative, hein, de s'attaquer un peu aux thématiques de la déforestation, mais vous avez raison. Vous avez les gaz à effet de serre, évidemment, qui sont émis quand vous brûlez les déchets ou de la forêt ou ce qui reste de la forêt, ou bien sûr la contamination des engrais, etc. Et bien sûr, vous pouvez faire ce type d'analyse avec Trace, parce que c'est une analyse en 2 étapes. La première étant créer la chaîne, enfin, reconstruire la chaîne d'approvisionnement. Et ensuite, si vous avez des données, des indicateurs qui vous intéressent, que ce soit les impacts sur l'eau, la biodiversité ou même des impacts sociaux, hein, vous pouvez faire ce lien direct avec la chaîne d'approvisionnement. Alors,
je trouve cet outil de traçage semble vraiment très, très important parce que c'est sans doute ce qui permettra aux consommateurs d'avoir effectivement d'exercer une certaine pression. Il y a une autre question, Michael, vous avez parlé des projets de loi parce que pour légiférer justement contre la déforestation importée ou ce genre de choses, et vous avez cité comme pays l'Union européenne, le Royaume-Uni, la Belgique, l'Allemagne, la France. Et ce qui brûle un peu les lèvres, c'est quid de la Suède? Quelle est la position de la Suède là-dedans? Alors que je sache, nous n'avons pas eu de discussion encore au niveau de la Suède et je ne sais pas pour l'instant s'il y a eu un début de discussion. Certains pays membres attendent un aval de la Commission européenne pour ensuite, voilà, chaque pays membre va ensuite faire un suivi avec leur projet de loi. Et donc, notre travail surtout avec WWF, c'était d'essayer de stimuler une discussion pour avoir un projet de loi très ambitieux, parce que bien sûr, plus la loi est ambitieuse au niveau européen, voilà, on ne pourra pas s'attendre à avoir plus des États membres. Donc voilà, je n'ai pas trop de réponses pour ce qui est de la Suède, mais la Suède, voilà, si on regarde tous les pays membres, c'est quand même pas le pays qui a le plus de déforestation importée non plus. Et la Norvège non plus, qui importe beaucoup de soja justement sans déforestation pour son industrie d'élevage. C'est plutôt la Belgique, la France, l'Espagne, etc., ceux qui ont une production agricole plus importante et puis un PIB plus important aussi. Donc il y a une corrélation avec, bien sûr, avec le PIB. Alors, une remarque qui est faite dans les questions aussi, c'est comment faire un peu le grand écart entre la sobriété qu'on devrait avoir, l'éco-conception, et puis cette croissance exponentielle de l'utilisation du cuivre qui est prévue. On se retrouve un peu face à des problèmes insolubles où voilà, les gens sont perplexes. Ils aimeraient avoir un peu des pistes ou se retrouver finalement, se dire que faire en tant que personne. On revient sur les mêmes questions. Après, c'est sur le cuivre, ce qui est certain, c'est que la demande, puisque toute l'électricité, ça peut passer par l'aluminium, mais ça passe essentiellement par le cuivre. Donc le cuivre, c'est vraiment un des métaux les plus extraits. Et donc sans doute l'un des plus importants. Et comme je l'ai dit, hein, c'est assez effrayant quand on se projette sur la consommation. Alors, il faut quand même se dire que déjà, il y en a. C'est-à-dire qu'on peut en extraire. Alors, il y a des impacts, il faut les gérer. Mais là aussi, et je reviens, je suis un peu répétitif, mais il faut mesurer les impacts négatifs et puis les impacts positifs. Si on extrait du cuivre, on a effectivement des impacts. Mais il faut reconnaître que l'activité minière, alors notamment en Suède, par exemple, je vous encourage à aller voir une activité minière en Suède et notamment tout ce qui est activité minéralurgique. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez sorti de terre des tonnes de minerais, vous allez rentrer dans des usines métallurgiques, minéralurgiques. Je peux vous garantir que c'est assez impressionnant. J'ose à peine le dire parce que c'est presque aberrant de dire ça, mais c'est-à-dire le niveau de propreté, c'est-à-dire qu'il y a quand même aujourd'hui la capacité à produire, je crois qu'Alizé parlait d'efficacité sur le papier, comment réussir à faire mieux avec moins, on en est totalement là. Donc honnêtement, il y a du cuivre, il y a des métaux, il y a encore des ressources. Et donc on est en capacité de les extraire en réduisant au maximum les impacts. Et en face, il faut mettre le bénéfice qu'on va avoir à électrifier nos villes. Alors, je n'ai pas toutes les réponses. Peut-être qu'une partie de la réponse sera aussi une fois de plus, de limiter un certain nombre de consommations. Il y a beaucoup de réflexions en France, par exemple, sur la voiture électrique. Est-ce qu'il ne faudrait pas que la route soit électrique ?
plutôt que la voiture parce qu'il faut des grosses batteries. Enfin, donc on est sans limite, je crois. Notre nature humaine fait qu'on est sans limite. On est capable de. L'avantage, c'est qu'on a introduit, je pense, comment dire, dans notre capacité créative, l'idée qu'on devait comment dire, la mettre en face des impacts. Et c'était peut-être pas le cas dans le passé, quoi. Dans le passé, notre génie créatif n'intégrait pas l'environnement. Maintenant, je pense qu'il l'intègre peu. Donc, je suis fondamentalement assez optimiste. Mais bien évidemment, il faut mieux consommer, être plus sobre. Mais il faut nous aider à ça. Quand je dis nous, c'est en général. Il faut que les chercheurs, la communauté des chercheurs, n'hésitent pas à challenger toutes les solutions technologiques, se remettre en cause et essayer de faire. C'est ce qu'on parle souvent, hein, comment dire, de découpler quelque part la croissance économique et l'utilisation des ressources. Voilà. Alors, peut-être pour avoir une touche optimiste, parce que quand même, il faut l'être. Vous je dites, le suis, moi, en tout cas. Il faut changer les choses. Alors, peut-être qu'on peut considérer comme un bon signe le fait qu'à l'heure actuelle, dans toutes les formations, qu'elles soient d'ingénieurs, enfin d'enseignement supérieur au niveau européen et avec les alliances universités européennes, il y a quand même cette prise de conscience et des enseignements qui sont obligatoires de sensibilisation à toute cette notion de développement durable. Donc, c'est quand même quelque chose qui est entièrement nouveau par rapport à la génération et à ce qu'on a pu vivre nous, je crois, et de voir qu'auprès de ces jeunes, il y a d'une part cette prise de conscience et le fait que aussi en termes d'enseignement, de formation, c'est quelque chose qui commence à entrer. Donc, bon, je crois que l'éco-conception, c'est aussi quelque chose qui va rentrer dans les idées, dans les méthodes pédagogiques, dans la recherche aussi. Donc effectivement, on peut se dire, bon, c'est pas à quelle vitesse ça ira, on peut espérer qu'il y aura une accélération là aussi, mais bon, disons qu'on peut effectivement se dire qu'il y a aussi des choses qui, au niveau de la nouvelle génération, peut-être vont amener des changements de paradigme et intégrer un petit peu tout ce qu'on vient de dire. On peut être totalement optimiste. Hein. Honnêtement, moi, je le suis. Hein. Je pense vraiment que ça va dans la bonne direction. Je vais juste répéter ce que j'ai dit un petit peu avant. Attention aux mauvaises bonnes idées. Voilà. Ouais. Soyons très prudents là-dessus parce que le passé nous a montré que parfois, alors il faut pas que ça nous fige sur nos positions, hein, mais par contre, ça encourage effectivement la communauté des chercheurs à se challenger, à faire de l'interdisciplinarité, à éviter de s'enfermer dans nos certitudes parce qu'on en a parfois et on peut se tromper. Alors, il faut sortir de sa zone de confort et puis se challenger en permanence. Mais moi, je reste extrêmement optimiste. Voilà, je suis certain qu'on doit et on va y arriver. Il n'y a pas de souci. Michael, un message? Oui, disons qu'il y a une dizaine d'années, je n'aurais jamais imaginé avoir une discussion de projet de loi sur la déforestation importée. Je pense que c'était un mot qui n'existait même pas, alors que nous étions en train de l'étudier déjà il y a une dizaine d'années. Et donc voilà, c'est un progrès. Et puis dans 10 ans, ça évoluera dans une autre direction. Et je pense que peut-être dans 30 ans, les gens regarderont la déforestation importée comme une mesure indispensable. Donc pour moi, c'est positif et je reste optimiste également. Bien. Alizée, il vous revient la toute dernière remarque? Oui, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est très positif, c'est que les gens vraiment prennent de plus en plus conscience et veulent vraiment faire quelque chose de façon personnelle. Voilà, c'est pas quelque chose qui coûte énormément à chacun. On veut tous bien faire, tant bien sûr que qu'on peut avoir notre petit confort, évidemment. On va pas nous enlever nos smartphones avec tous leurs méthodes dedans. Mais voilà, le fait que déjà qu'on ait un séminaire comme ça en soirée avec quand même pas mal de personnes qui nous dédient leur temps et qui nous écoutent,
ça montre bien qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par ces questions. Et puis, moi, je suis d'accord que bien sûr, le recyclage, c'est peut-être une question qui n'est pas aussi simple que ça, mais je pense que tant qu'on en a la possibilité, eh bien, le faire, c'est toujours une bonne chose. Et puis voilà, après, il en revient aux autorités de faire ce qu'elles pensent être, ce qu'elles estiment être le plus raisonnable à faire. Mais je pense qu'en tant qu'individuel, recycler, c'est quelque chose de bien que chacun puisse faire. Voilà, je crois que c'est tout pour moi. Merci. Mais écoutez, il me reste à vous remercier tous, les participants, les personnes qui nous ont suivis pour ces débats. On voit bien que c'est un sujet qui pose beaucoup de questions, qui a beaucoup d'implications et il est assez probable qu'on continue on essaye de continuer cette réflexion et de proposer des pistes également. Donc pour l'instant, eh bien, je vais souhaiter une bonne soirée à tous et vous remercier. Et puis, je vous dis probablement à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.